l'an 2045, la Terre est devenue un véritable cauchemar vivant. Un monstre colossal domine les ruines de la civilisation. Son corps n'est qu'une masse de muscles sombres, de mâchoires acérées et d'yeux rouges flamboyants. Dans un rugissement assourdissant, il frappe, broyant l'acier et la pierre. La force de défense est submergée et un soldat est projeté alors que le monstre avance. Au milieu du Tao, le commandant Hansung agit avec une précision mortelle. Lorsqu'un tentacule gigantesque s'abat, il le tranche d'un coup de sabre. Il laisse tomber sa lame, recharge en plein mouvement et vide chargeur sur chargeur dans le noyau exposé de la créature. Sans se retourner, il ordonne à un soldat à terre de se relever et d'avancer. Le soldat, terrifié, obéit, rampant derrière lui. Hansung fonce en avant, fusil crépitant, menant les derniers défenseurs dans une guerre qui a broyé l'humanité pendant des décennies. Alors qu'il progresse à travers les décombres, son regard se fixe sur une étrange anomalie devant lui. Il comprend que leur objectif final se trouve juste devant lui. Soudain, le sol explose dans une lumière dorée aveuglante. Des motifs magiques complexes tourbillonnent autour de Hansung, le figeant sur place. Avant qu'il ne puisse réagir, il disparaît du champ de bataille. Il réapparaît suspendu en l'air à l'intérieur d'une vaste salle de pierre. Des chaînes dorées lumineuses entravent ses poignets et ses chevilles, tandis que des hommes en robe en bas célèbrent la réussite de leur rituel d'invocation, le qualifiant de héros venu d'un autre monde. Hansung se débat, fixant avec incrédulité les entraves éclatantes. Un vieil homme en robe ornée s'avance et l'accueille calmement dans l'Empire. Il s'incline et supplie Hansung de vaincre le roi démon et de sauver leur monde. Hansung explose, exigeant des explications, criant qu'il appartient à la Corée et qu'il mène sa propre guerre. Le visage de l'ancien se durcit. Il active le serment de contrainte, libérant des éclairs magiques qui traversent le corps de Hansung. Hurlant de douleur, Hansung est forcé de se soumettre, tandis que l'ancien lui ordonne froidement d'obéir. Haletant, Hansung sent une énergie dorée se resserrer autour de son cou comme une laisse. S'essuyant le sang au coin de la bouche, il regarde avec incrédulité les personnes qu'il contrôle désormais. Ils lui ont offert une épée et promis de le renvoyer dans son monde s'il réussissait. La demande ressemblait moins à un choix qu'à un ordre déguisé en clémence. Hansung avait accepté. Cette décision marqua le début de sa vie en tant que soi-disant héros venu d'un autre monde. Ce titre était un mensonge. Au lieu de l'honneur, il fut traité comme un serviteur, tirant des charrettes en armure telle une bête de somme. Il livra des combats sans fin, abattant ennemi après ennemi. 3 ans passèrent, puis 5, puis 10. Il sacrifia toute sa jeunesse à la lame jusqu'à ce que tout se termine lors d'une bataille titanesque finale où il tua lui-même le roi démon de Valror. Après la victoire, Hansung s'autorisa à espérer. Nuit après nuit, il rêvait de rentrer chez lui, croyant que sa dette avait enfin été payée. Mais le vieux prêtre revint sans sourire, le visage froid et indifférent. Il n'y avait pas de portail pour rentrer, seulement une autre mission. Quand Hansung protesta que ce n'était pas ce qu'ils avaient promis, le prêtre répondit calmement que l'unification de l'Empire exigeait encore plus de sang. Le prêtre désigna un panneau d'affichage éclairé par des torches et une affiche de recherche pour Badal du royaume des chevaliers de Teutonia. Plus aucun dissident ne pouvait être autorisé à se lever. Tuer cette dernière menace, et Hansung serait Ilma. Lorsque Hansung hésita, le collier magique autour de son cou s'enflamma d'une douleur brûlante, le forçant à obéir. À cet instant, il comprit la vérité. Un chien en laisse ne choisit jamais son maître. Il le possédait entièrement. Le souvenir vole en éclats et laisse place au présent. La capitale de Teutonia brûle, tandis que Hansung se tient parmi les ruines, sa lame plantée dans la poitrine de Badal. Le Duan est carnimé. Du sang coule des lèvres du chevalier alors qu'il lève les yeux, non pas avec haine, mais avec pitié. Il traite Hansung d'imbécile. Hansung, bouleversé, murmure qu'il n'avait pas le choix et s'excuse auprès de l'homme qui l'a tué. Badal s'effondre à genoux et rejette les excuses. Dans son dernier souffle, il prononce un avertissement funeste. Sourire aux lèvres, il dit à Hansung qu'il sera le prochain à être jeté. La lumière s'éteint dans ses yeux et son corps s'effondre, laissant Hansung seul au milieu des décombres éclairés par les flammes. Alors que l'adrénaline retombe, l'épuisement s'installe. Hansung se persuade que tout est enfin terminé. Il peut rentrer chez lui. Il regarde ses mains, sentant quelqu'un s'approcher derrière lui. C'est le comte Brandenburg, vêtu d'une lourde armure ornée. Avant qu'Hansung ne puisse se retourner, l'air se fait oppressant. Une force magique immobilise sa nuque. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'une lame glacée transperce sa poitrine par derrière, jaillissant de sa cuirasse dans une gerbe de sang. Le grand général Brandenburg fait pivoter l'épée, son visage déformé par un sourire cruel. Se penchant près de lui, il loue la force d'Hansung, non pas en tant que héros, mais comme fidèle chien de chasse de l'Empire. Le sang coule de la bouche d'Hansung alors que la vérité le frappe plus violemment que la lame. L'Empire n'a jamais eu l'intention d'honorer sa promesse. Tout n'était qu'un mensonge. L'épée déchire l'armure et la chair avec une implacable finalité. La voix de Brandenburg est calme et méprisante, demandant pourquoi on garderait un outil qui a dépassé son utilité. Un chien de chasse n'est utile que tant qu'il mord sur commande, et la laisse d'Hansung a été coupée.
Son corps s'effondre au sol, sa vision s'estompe, tandis que la douleur envahit sa forme brisée. Un adieu moqueur résonne au-dessus de Mi. La lame reste plantée dans son torse, irradiant une énergie bleue mortelle, le clouant à la pierre. Alors que la lumière quitte ses yeux, la haine le maintient conscient juste assez longtemps pour prêter serment. Il n'oubliera jamais cette trahison. Un jour il reviendra et entraînera cet empire maudit vers l'anéantissement total. Une vie s'achève, et au même instant, une autre commence. Honsung revient brusquement à la conscience, mais tout lui semble anormal. Il est enveloppé dans du tissu, son corps lourd et sans réaction. Une lumière aveuglante frappe ses yeux alors que des voix annoncent la naissance d'un garçon. Une femme aux cheveux dorés le berce, se présentant comme sa mère, sa voix douce tranchant radicalement avec le champ de bataille qu'ils viennent quitter. Derrière elle se tient un homme grand, aux longs cheveux noirs et regard de prédateur. Dès que Honsung le voit, la reconnaissance le frappe. C'est le duc Saxon, le nécromancien et mage noir le plus redouté de l'Empire. La vérité lui apparaît aussitôt. Il est rené à l'intérieur de la tour noire, au cœur même de la nécropole, le centre de la magie interdite de l'Empire. Son pari a réussi. La pierre de réincarnation, un artefact interdit qui gardait en dernier recours, s'est activé. Il n'a pas seulement survécu, il est rené en tant que premier fils de la famille ducale saxon, l'une des lignées les plus puissantes de l'Empire. Né avec des ressources illimitées, Honsung esquisse un sourire intérieur. Une fois qu'il aura grandi et maîtrisé la nécromancie, il massacrera tous les salauds impériaux qui l'ont trahi. La tension monte soudainement dans la pièce. Le duc remarque quelque chose d'étrange. Le bébé ne pleure pas. La duchesse baisse les yeux inquiète. Honsung respire normalement, les yeux grands ouverts et vifs, mais il refuse de pleurer. En tant que guerrier aguerri, il considère que pleurer est indigne de lui. Une nourrice âgée intervient et confirme qu'il est en bonne santé. Le duc s'inquiète tout de même qu'un nouveau-né silencieux puisse être un mauvais présage. Souriante et calme, la nourrice propose une solution toute simple. S'il veut qu'il pleure, il suffit de le faire pleurer. Sans prévenir, elle lui donne une tape sur les fesses. La vive douleur plonge Honsung dans une indignation silencieuse, son esprit explosant d'injures, tandis que c'est sa dignité qui en prend un coup. Le duc observe attentivement, commentant que la résistance obstinée de l'enfant montre une forte volonté, manifestement héritée de son père. La duchesse se détend et demande à s'en occuper elle-même. À l'intérieur, Honsung panique, hurlant qu'il va très bien, mais il est prisonnier d'un corps impuissant. Elle lève la main et la pose doucement, puis commence à lui tapoter le dos d'un geste lent et apaisant. Cette chaleur réveille quelque chose de profond en lui. Des souvenirs refont surface. Des nuits froides en tant que mercenaire assis près de feux de camp mourants, entouré de dangers et de solitude. Cette vie rude entre violemment au conflit avec l'instant présent. Les mains tremblantes de sa mère dégagent un amour pur et inconditionnel, quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Pour un homme qui n'a pas pleuré depuis l'enfance, l'émotion le submerge. Incapable de se retenir, Honsung finit par craquer, éclatant en sanglots tandis que ses pleurs résonnent dans la luxueuse chambre d'enfant. 8 années passent en un clin d'œil depuis la naissance de Dale. Tard dans la nuit, sous la pâle lumière de la lune, le duc et la duchesse sont assis ensemble dans leur chambre. Le duc fait remarquer à quel point le temps a filé, tandis que sa femme oriente la conversation vers leur fils. Elle remarque avec fierté et inquiétude que Dale est encore dans le bureau, plongé dans ses livres comme il l'est depuis l'âge de 4 ans. Tenant ses mains, le duc dit en plaisantant que Dale a hérité de son obsession pour la magie d'elle. Puis, avec un regard entendu, elle lui demande s'il se souvient de la promesse qu'il a faite. Dans l'immense bibliothèque, on voit Dale assis par terre, entouré d'étagères imposantes, lisant avec une concentration inhabituelle pour son âge. De retour dans la chambre, le duc sourit et confirme qu'il s'en souvient parfaitement. Il avait promis de ne jamais enseigner la nécromancie à leur fils. La duchesse accepte cela avec un sourire malicieux, laissant entendre qu'il a déjà préparé un cadeau d'anniversaire spécial pour Dale. Leur moment de tranquillité est soudainement interrompu par des coups frappés frénétiquement à la porte. Une femme de chambre terrifiée fait irruption, annonçant qu'il se passe quelque chose d'anormal avec le jeune maître Dale. Le visage du duc se durcit instantanément et les deux parents se précipitent vers la bibliothèque. À l'intérieur, la pièce est en plein chaos. Dale s'effondre au sol alors qu'une violente mana bleue jaillit de son corps, emplissant l'air d'une pression écrasante et envoyant valser les livres. Il appelle ses parents à l'aide alors que l'énergie instable devient incontrôlable. Ils arrivent juste au moment où la mana se dissipe. La duchesse se précipite vers lui, paniquée, examine son corps et exige de savoir ce qui s'est passé. Épuisé et trempé de sueur, Dale force un sourire et affirme qu'il va bien. Le duc reste immobile, observant attentivement la mana résiduelle, plissant les yeux stupéfaits à l'idée qu'un enfant de 8 ans puisse libérer de la mana par lui-même. Les yeux du duc brillent en rouge, des ombres ondulant derrière lui, alors qu'il exige de savoir si Dale a vraiment libéré ce pouvoir tout seul. À l'intérieur, Dale panique. Il sait qu'il en a trop montré. Pour éviter les soupçons, il se comporte rapidement comme un enfant effrayé, levant les yeux avec innocence. Soudain, l'aura du duc disparaît.
Il affiche un large sourire fier, relâche Dale et lui tapote la tête, déclarant que c'est exactement ce qu'il attendait de son fils. Il regrette même de ne pas pouvoir lui enseigner la nécromancie lui-même. Dale baisse la tête, cachant ses pensées. Si son père ne veut pas lui enseigner la nécromancie, il se demande comment il pourra jamais accomplir sa vengeance. Mais il chasse cette pensée de son esprit. Soulagé, sa mère lui dit de retourner dans sa chambre pendant que les domestiques nettoient. Dale accepte joyeusement, dissimulant son ambition derrière un sourire éclatant. En partant, il entend son père dire à sa mère, Elena, qu'il a enfin trouvé le cadeau d'anniversaire parfait. La scène se déplace alors vers une grande salle de bal baignée de soleil, remplie de nobles réunis pour le banquet d'anniversaire de Dale. La salle bourdonne de conversation, tandis que les invités remarquent que presque tous les nobles du duché noir sont présents. Parmi la foule, on se demande nonchalamment quand le jeune maître daignera enfin faire son apparition. L'attente s'éternise alors que le vacarme du banquet bondé d'en bas envahit le hall du deuxième étage. Dale s'affale dans un fauteuil de velours, déjà épuisé par la cérémonie retardée et le nombre impressionnant de personnes venues fêter son anniversaire. Après une vie d'isolement glacial en tant qu'héros, être dorloté comme le fils d'un noble lui paraît profondément inconfortable. Ses pensées dérivent vers le chaos survenu à la bibliothèque la veille. Alors qu'il relisait la vie du héros venu d'un autre monde et se remémorait sa puissance passée, le mana dans son jeune corps s'est emballé. L'incident n'a fait que confirmer une chose, ce corps possède une affinité naturelle pour la nécromancie, et l'ignorer serait du gâchis. Le vrai problème, c'est son père. Dale se souvient que le duc avait parlé d'un cadeau spécial et se demande si c'était là l'occasion de demander une formation en magie noire. Les doubles portes s'ouvrent soudainement. Lady Helena entre dans une robe bleu foncé, s'excuse pour le retard et lui souhaite un joyeux 8e anniversaire. Derrière elle se tient une silhouette silencieuse vêtue d'une cape brune. Au signal d'Helena, l'étrangère s'avance et retire sa capuche, révélant une elfe aux cheveux bleu-violet. Elle est présentée comme Sophia, une ancienne de la tour de la magie bleue et une maîtresse de la magie de l'eau. Elle annonce calmement qu'elle sera sa professeure. Dale est stupéfait. Helena explique joyeusement qu'il va étudier la magie de l'eau, une discipline axée sur la défense et le contrôle. Pour Dale, le message est évident. Sa mère l'empêche d'apprendre la magie noire. Avant que la leçon ne commence, Sophia demande un entretien privé. Helena accepte et les deux fans traversent les jardins enneigés à l'extérieur du manoir. Sophia déclare clairement qu'on lui a ordonné d'enseigner uniquement la magie de l'eau, puis elle confronte directement Dale en lui demandant s'il est déçu. Elle sait qu'il veut la nécromancie. Dale se fige alors qu'elle lui révèle la vérité. Lorsque le duc a courtisé Helena, elle craignait sa réputation de mage noire. Pour l'épouser, il a juré de ne jamais enseigner ses arts obscurs à leurs enfants. Le vœu était si sérieux que même les anciens de la tour de magie noire portaient du blanc au mariage. À cause de cette promesse, la magie noire est interdite à Dale pour l'instant. Pourtant, Sophia laisse entendre qu'elle pourrait l'aider à faire changer d'avis Helena à l'avenir. Elle lui propose de le guider, mais Dale hésite, faisant remarquer que les elfes vénèrent la loi naturelle et considèrent la nécromancie comme un tabou. Sophia rit et rétorque en rappelant que les prêtres ressuscitent les morts, demandant si cela est vraiment si différent. Pour elle, la résurrection sacrée et la nécromancie sont fondamentalement la même chose. Dale se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec les elfes rigides qu'il imaginait. Sa façon de penser flexible fait d'elle une mentor idéale. Debout parmi les arbres couverts de neige, Sophia commence la leçon. Elle sent que Dale a déjà formé une partie d'un cercle de mana et lui demande de le compléter. L'excitation le submerge. Un premier cercle complet est nécessaire pour la magie avancée. Il pose une main sur son cœur et se concentre. Une énergie bleue crépite alors que ses yeux brillent de puissance, lui rappelant à quel point ce monde est différent de la Terre. Le mana emplit le monde comme un océan sans fin, mais il est mortel sans contrôle. Les humains y survivent en formant un cercle de cœur de mana, un chemin de stabilisation tracé autour du cœur. Dale visualise parfaitement le processus. Au moment où sa compréhension s'ancre, l'air vibre. Des anneaux de lumière bleue éclatante jaillissent de la neige, s'enroulant autour de lui alors que son mana se stabilise instantanément. Sophia commence son habituel discours, expliquant que faire tourner le mana est un processus délicat qui prend normalement 1 mois de méditation. En pleine phrase, elle se fige. Devant elle, Dale est déjà entouré de l'éclat stable d'un cercle de mana achevé. Calmement, Dale dit qu'il a déjà terminé. Sophia reste sans voix. Il vient à peine de commencer l'entraînement et pourtant un cercle parfait tourne déjà en lui après seulement quelques minutes. Soupçonnant qu'elle a peut-être affaire à un prodige né, elle lui demande d'essayer de libérer du mana à travers le cercle. Dale accepte et lève la main. Pour les débutants, libérer du mana est extrêmement difficile, mais Dale est différent. Il se souvient de sa vie antérieure lorsqu'il était un guerrier forcé d'utiliser la magie de destruction à travers des gravures douloureuses parce qu'il manquait de véritable affinité magique. À l'époque, il n'aurait jamais pu rivaliser avec le duc saxon. Cette fois, cependant, il possède le sang et le talent du maître de la tour de magie noire. Le mana ne lui résiste pas, il lui répond.
Au lieu de libérer une énergie brute, Dale la façonne. Il condense le mana, formant une structure acérée semblable à un diamant, l'imaginant comme l'arme qui transpercera un jour la gorge de l'Empire. Sophia regarde, incrédule. Normalement, le mana d'un novice s'effondre instantanément une fois libéré. À la place, un trait de glace entièrement cristallisé flotte au-dessus de la paume de Dale. Dale craint d'avoir sacrifié de la puissance pour maintenir la forme, puis il le relâche. Le trait fend l'air et s'écrase contre une énorme souche en bois. L'impact est dévastateur. La souche ne se fissure pas. Elle explose, se fragmentant en des milliers d'éclats gelés. L'onde de choc oblige Sophia à se cramponner alors que ses cheveux sont projetés en arrière. Quand le silence revient, il ne reste plus que des débris. Le sort a transpercé le bois dense avec une précision terrifiante. Un tel niveau de puissance et de contrôle est impossible pour un enfant de 8 ans. Un frisson parcourt l'échine de Sophia alors qu'elle se demande ce que Dale est réellement. L'aura dangereuse s'estompe et Dale se tourne vers elle avec une inquiétude innocente, lui demandant s'il a fait quelque chose de mal. Du point de vue de Sophia, le sort était tout sauf accidentel. Le mana a suivi une structure de commande létale complexe, rotation, accélération et compression extrême formant une construction de glace cristalline basée sur le nombre d'or de la magie militaire. Dale a exécuté une formule parfaitement létale dès sa première tentative, totalement inconscient de sa portée. Sophia sourit doucement, mais son esprit s'emballe. Plus tard, à l'intérieur du domaine du duc, l'atmosphère est lourde. Sophia est assise en face du duc saxon qui exige de savoir pourquoi elle refuse de continuer à enseigner à son fils. Il insiste sur le fait qu'un enfant qui a atteint le premier cercle en quelques minutes est un prodige. Sophia l'interrompt et explique la vérité. Au moment où Dale a formé le premier cercle, il n'a pas simplement lancé un sort, il a instinctivement créé une formule de mise à mort parfaite. Elle se rappelle l'image du garçon debout au milieu d'une tempête de magie bleue, lançant des sorts non pas pour la beauté ou l'étude, mais pour une destruction efficace. Elle livre sa conclusion sans détour. Le jeune Lord Dale a un don pour tuer. Le duc se fige alors que ses paroles font leur chemin. Il suppose qu'en tant qu'ancienne de la tour de la magie bleue, non violente, son refus est fondé sur une opposition morale. Elle le corrige aussitôt, sirotant calmement son thé. Ce n'est pas qu'elle refuse d'enseigner au garçon. Elle se sent obligée de le guider personnellement pour s'assurer que son talent ne devienne pas une malédiction. Elle se souvient de son sourire innocent lorsqu'il a invoqué de l'eau pour la première fois, si différent de la glace mortelle qu'il a produite par la suite. Saisissant l'occasion, le duc insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ne l'enseigne pas. Sophia rétorque que le garçon semble déjà posséder le pouvoir qu'il recherche, suggérant que sa voix s'éloigne déjà des souhaits de son père. La tension monte d'un cran lorsqu'elle évoque le passé du duc, son histoire d'amour et la promesse qu'il a faite à Helena. Son regard se durcit alors qu'elle le réprimande. Honorer la promesse ne lui donne pas le droit de décider de l'avenir des vivants, surtout pas celui d'un enfant doté d'un talent transcendant aussi terrifiant. Dehors, derrière les portes closes, Dale est assis contre le mur, les genoux serrés contre lui. Petit et isolé dans le vaste couloir, il est coupé de la discussion qui façonne son destin. Il tend l'oreille mais n'entend rien, supposant qu'il parle de lui. Poussant un profond soupir, il enfouit son visage dans ses jambes. Ses pensées dérivent vers la puissance écrasante de son premier sort et la façon dont cela a effrayé Sophia. Il se promet de mieux contrôler sa puissance pour éviter d'attirer une attention dangereuse. Alors que son anxiété s'accentue, une ombre se profile au-dessus de lui. Dale lève les yeux et aperçoit un chevalier imposant en armure complète. Son visage s'illumine alors qu'il se relève précipitamment, appelant l'oncle Helmut. Le chevalier robuste sourit, une main posée nonchalamment sur sa nuque. Il demande pourquoi Dale est assis par terre, puis, sur le ton de la plaisanterie, Dale lui demande plutôt où Helmut était passé. Ignorant la question, Dale se précipite vers lui. Helmut rit, disant qu'il était parti protéger la famille ducale et tuer des monstres, puis soulève Dale dans les airs. Dale sourit jusqu'à ce que son regard tombe sur l'armure du chevalier. En un instant, l'expression enfantine de ses yeux disparaît, remplacée par une perspicacité froide et aiguë. Il examine l'odeur et les marques sur l'armure et déclare simplement que Helmut n'a pas seulement combattu des monstres, il est allé dans un donjon. Dans ce monde, les donjons et les invasions de monstres sont une menace constante. Même après la chute du roi démon, la paix n'est jamais venue. Les dragons, les orques et les bêtes squelettiques ravagent encore les pairs civils. Pour les contenir, les chevaliers de chaque territoire consacrent leur vie à explorer les donjons inexplorés ou à exterminer les monstres qui s'échappent lors des brailles de donjons. Le duché de Saxon souffre plus que tout autre. Ironiquement, cette crise est le résultat du garçon qui vit désormais entre ses murs. Dans sa vie antérieure en tant que héros venu d'un autre monde, il a vaincu le roi démon, déclenchant une décision politique qui a forcé le duc de Saxon à absorber le territoire du roi démon. En réalité, le duché est devenu la décharge des monstres laissés derrière après la guerre. Il prévient l'oncle Helmut de faire attention, ce qui lui vaut un rire chaleureux. Quand Helmut lui demande s'il s'inquiète, Dale se contente de remarquer qu'il a l'air en bonne santé. Les grandes portes du domaine s'ouvrent alors que le personnel, mené par le duc de Saxon, accueille Helmut avec un respect formel.
La duchesse, resplendissante dans une robe bleue, se précipite et serre d'elle dans ses bras, célébrant fièrement la nouvelle qu'il a atteint le premier cercle de magie. Derrière elle, le duc félicite son fils et lui accorde une récompense, tout ce qu'il souhaite. Dal envisage de demander à apprendre la nécromancie, mais il abandonne aussitôt l'idée. Cela le ferait passer pour bien trop calculateur pour un enfant. Il lui faut quelque chose d'innocent. Affichant une expression parfaitement enfantine, il déclare que ce qu'il veut, c'est une petite sœur. La réaction ne se fait pas attendre. Le duc et la duchesse deviennent écarlates, complètement déstabilisés par cette demande audacieuse, tandis qu'oncle Elwood se détourne, les épaules secouées alors qu'il lutte pour ne pas éclater de rire. Plus tard dans la nuit, alors que la lune veille sur la cité du château, Dell est allongée seule dans sa chambre et laisse enfin tomber le masque. Épuisé d'avoir fait semblant d'être un enfant et d'avoir utilisé la magie plus tôt, il s'étire et sombre peu à peu dans le sommeil. Soudain, une douleur aiguë lui transperce la poitrine, entraînant sa conscience dans un cauchemar venu de son passé. Dans la vision, la pluie tombe à torrent tandis que Brandon Burke saisit Hansong à la gorge. L'homme se moque de lui, l'accusant de s'être amolli dans cette nouvelle vie, entouré de chaleur et de parents aimants. Une voix glaciale le prévient que l'Empire ne l'a pas oublié et le traquera jusqu'à ce qu'il soit complètement effacé. Dal se réveille en sursaut, haletant, tandis que des arcs bleus de mana explosent autour de son corps. Il a l'impression que son cœur va éclater. Il comprend aussitôt qu'il s'agit d'une crise de mana, une montée incontrôlable et potentiellement mortelle de puissance. Se forçant à bouger malgré la douleur, il titube dans le couloir, brûlant les murs alors que la mana s'échappe de lui. Maudissant l'Empire, il s'aventure dehors dans la nuit glaciale, espérant que le froid apaisera sa colère. Ça ne fait qu'empirer les choses. La douleur s'intensifie, son aura devient plus violente jusqu'à ce qu'il s'effondre dans la neige, se tenant la poitrine tandis que sa vision se trouble. Juste avant de perdre connaissance, une voix calme l'appelle. Sophia se tient devant lui. Après un bref instant de surprise, elle identifie immédiatement son état comme une crise de déchaînement de mana. Alors qu'elle lève la main pour stabiliser l'énergie, elle perçoit le potentiel terrifiant caché en lui. Le mana violent se rétracte lentement dans le corps de Dal, laissant l'air vibrer d'une puissance résiduelle. Le danger s'éloigne, mais Sophia le surveille attentivement, comprenant que si ses émotions étaient devenues malveillantes, les dégâts auraient été irréversibles. « Dal » laquelle-t-elle. « Oui » répond-il faiblement. Elle lui explique que la magie est le reflet du cœur. C'est pourquoi la magie de chaque mage est unique. Puis elle émet un constat glaçant. Son talent en réside dans le fait de prendre des vies, un pouvoir bien trop dangereux pour être laissé sans contrôle. Pour cette raison, elle sort un épais grimoire relié d'azur, scellé par des fermoirs en argent et lui tend. Dal l'accepte et reconnaît aussitôt le symbole sur la couverture, un livre de sorts de nécromancie. Souriant chaleureusement, Sophia lui dit que c'est peut-être le destin qui veut qu'elle devienne désormais son enseignante. Elle lui souhaite un joyeux anniversaire et le serre tendrement dans ses bras. Quelques jours plus tard, à l'extérieur de la porte nord, les deux marchent sur une plaine gelée en direction d'une tour lointaine. Vêtue de blanc, Dal regarde son enseignante. « Des lapins ?»« Ouais. » Devant eux, un lapin d'un blanc immaculé reste immobile. Sophia lui demande de se souvenir de la chasse avec son père. Dal lève la main alors qu'une mana bleue s'embrase, des cercles magiques tournant rapidement dans l'air. « Oui, maître, » répond-il calmement. Un rayon concentré d'énergie bleue jaillit de sa paume, frappant le sol. L'impact explose en une immense colonne de flammes azur, projetant neige et débris tout autour et laissant un cratère à l'endroit où le lapin était assis. Alors que la fumée se dissipe, Sophia observe la destruction. Malgré le fait d'avoir tué, ses mains n'ont jamais tremblé. Elle se tourne vers lui et explique que même un même sort prend d'innombrables formes selon le mage. Puis elle lui demande s'il sait pourquoi. Dal lève les yeux vers elle, le visage impassible. « Je ne sais pas. La magie, explique Sophia, n'est rien d'autre qu'un reflet de l'esprit du lanceur. » Alors qu'elle lève la main, électricité et mana crépitent entre ses doigts, illustrant ses propos. La magie manifeste l'image intérieure du cœur à travers les particules de mana, révélant inévitablement la véritable nature de chacun. Dale observe en silence, une goutte de sueur perlant à sa tempe. Elle poursuit, expliquant que les noms de sorts comme mur de feu ne sont que des outils pour solidifier l'imagination. Même les tours de magie fonctionnent de la même manière. La tour de magie rouge valorise l'ordre par la force brute, ce qu'elle illustre par l'image d'un mage englouti dans des flammes violentes. La tour de magie bleue, au contraire, recherche l'ordre par l'harmonie, représentée par une eau calme et fluide. La philosophie propre à chaque tour façonne directement la forme de sa magie. Elle explique la structure de la société magique. Au-delà des tours rouges et bleues, il existe aussi les tours de magie noire, blanche et verte. Elle s'arrête lorsqu'elle remarque le regard vide de Dal, sa confusion étant évidente. Amusée, elle soupire et admet que le sujet est encore trop avancé pour lui. Dal se concentre sur le lièvre mort allongé dans la neige, tandis qu'une mana violette sombre s'enroule autour de sa main. La nécromancie de base est simplement l'art du contrôle.
Il visualise des fils de mana invisibles reliant ses doigts au cadavre, guidant le crâne, stabilisant la colonne vertébrale et faisant bouger les jambes. Il tire. Un miasme violet enveloppe le lierre. Ses membres se remettent en place d'un coup sec et il se redresse de façon anormale. Une lumière cramoisie brille dans ses yeux. Sophia le félicite et lui demande aussitôt s'il peut continuer. Dale répond sans hésiter. L'énergie nécromantique s'estompe à mesure qu'il change de type de mana. Un cercle magique bleu se forme, des glyphes tournant rapidement. Il lance une armure gelée, son œil gauche brillant d'un éclat saphir tandis que l'humidité de l'air gèle instantanément. De la glace dentelée jaillit et enferme le lièvre mort-vivant dans une épaisse carapace. Elle inspecte la création et remarque que la forme du sort est solide. Puis, affichant un sourire dangereux, elle se prépare à la mettre à l'épreuve. Un rayon de magie pure jaillit de sa main. Dale renforce le sort de toutes ses forces alors que l'attaque frappe la glace, explosant en neige et en lumière. Lorsque la brume se dissipe, le lièvre est toujours debout. L'armure est fissurée mais intacte. Dale reprend son souffle, puis affiche un large sourire de fierté, ravi d'avoir bloqué son attaque. Elle le félicite et remarque son excitation persistante, lui demandant ce qu'il souhaite. Dale demande avec enthousiasme à recevoir d'autres instructions sur la magie de la tribu O. Son sourire disparaît instantanément. Elle refuse. Sous le choc, Dale ne peut que la fixer alors qu'elle explique que ce qu'il a utilisé aujourd'hui n'était que de la magie de l'eau basique. La maîtrise de cet attribut exige une compréhension bien plus profonde. La plupart des débutants peinent à apprendre ne serait-ce qu'un seul type de magie. Ceux qui en manient deux sont appelés des mages doubles, et à son âge, ce niveau de contrôle est quasiment impossible. De son point de vue, sa demande n'est rien d'autre qu'une ambition excessive. L'attitude de Dale change en un instant. L'enthousiasme enfantin disparaît, remplacé par une pression écrasante alors qu'une mana sombre crépite autour de lui et que ses yeux s'assombrissent. Sa voix se fait plus grave alors qu'il remet en question le mot avidité. Dale s'affaisse, levant les yeux avec des larmes et une douleur feinte, se demandant si tout ce qu'il a montré n'est toujours pas suffisant. Il lui rappelle qu'elle avait promis qu'ils avanceraient ensemble. La culpabilité transperce son sang-froid. En sueur et déstabilisée, elle met brusquement fin à la leçon et se retire, le laissant seul dans la neige. Ce soir-là, Dale retourne dans le bureau silencieux, portant de lourds grimoires. La comédie a disparu. Convaincu qu'il peut tout faire seul, il jure de se prouver à tel point qu'elle n'aura pas d'autre choix que de lui enseigner. Alors qu'il pose les livres, une soudaine vague d'agonie le frappe. Une énergie violette incontrôlée jaillit de son corps, le forçant à s'effondrer à genoux alors que sa vision se brouille et que la conscience lui échappe. Une voix appelle son nom, de plus en plus forte à travers la brume. L'aura vacille, puis disparaît. Dale revient brutalement à lui dans la pièce sombre, fixant droit devant lui avec des yeux vides et de profonds cernes. Le lendemain, la forêt enneigée est silencieuse, tandis que Sophia marche à ses côtés, manifestement inquiète de son air épuisé. Dale avoue qu'il est resté éveillé toute la nuit à préparer quelque chose. Elle le met en garde de ne pas en faire trop. Il sourit docilement et acquiesce. Sans prévenir, Dale s'arrête et lève la main. Une mana sombre forme un cercle magique violet complexe et une immense construction de glace s'élève proprement du sol gelé. Sophia remarque qu'il a déjà maîtrisé la forme du sort, mais l'incantation ne s'arrête pas là. La construction commence à trembler, des fissures lumineuses parcourent sa surface avant qu'elle n'explose violemment de l'intérieur. Lorsque les débris retombent, un lapin imprégné d'énergie violette reste au centre. Ses yeux brillent en rouge alors qu'une puissance nécrotique enfle en lui. Un instant plus tard, il explose. Une onde de choc dévastatrice d'énergie sombre et de glace acérée traverse la clairière. Sophia parvient tout juste à ériger une barrière hexagonale bleue alors que des éclats gelés et des fragments d'os la percutent comme des balles. Lorsque la tempête se dissipe, le sol est creusé en un cratère étouffé par une brume malsaine persistante. Au centre se tient Dale, tenant calmement une sphère tourbillonnante d'énergie bleue et violette. Il explique fièrement qu'il a fusionné l'attribut haut de l'explosion de glace avec l'attribut obscur de l'explosion de cadavre et demande si cela fait de lui un mage double. Sophia reste silencieuse le temps d'assimiler ce qu'elle vient de voir. La technique ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît. En combinant la fragmentation à la force explosive, il a transformé les débris eux-mêmes en armes mortelles. Pendant un instant, elle ne voit plus un enfant, mais l'ombre d'un tueur aguerri, une magie conçue uniquement pour massacrer. Elle se demande quel genre d'état d'esprit peut engendrer une telle violence. Dale remarque son regard et penche innocemment la tête, puis son attention se porte soudain ailleurs. L'aura sombre disparaît, remplacée par l'excitation enfantine alors qu'il appelle oncle Helmut. Depuis les arbres, une formation de chevaliers lourdement armurés fait son entrée. À leur tête se trouve un homme souriant, aux cheveux noirs et portant des lunettes, juché sur un cheval de guerre. Helmut salue Dale et Sophia, confirmant leur retour d'un raid dans un donjon et félicitant la cavalerie derrière lui. Les chevaliers restent droits et immobiles, leur armure brillant sous la lumière froide. Ce sont l'élite du duché de Saxon, des guerriers maniant des lances recouvertes d'aura.
À leur tête se trouve leur capitaine, Sir Helmut, l'un des 7 maîtres épéistes légendaires du continent, dont la seule présence impose le respect sur le champ de bataille. Dal joint les mains, affichant un large sourire en levant les yeux vers Helmut à cheval. Il lui rappelle leur promesse d'enseigner des techniques d'épée, s'assurant qu'il ne l'a pas oublié. Helmut rit, disant au garçon de ne pas s'inquiéter et le prévenant de ne pas rester dehors dans ce froid glacial. Alors qu'oncle Helmut s'éloigne à cheval sur les plaines enneigées, Dal lui fait de grands signes de la main, lui souhaitant bon voyage. Sophia suggère doucement de rentrer, et Dal acquiesce, détournant le regard des vastes champs blancs pour suivre sa maîtresse vers le château imposant au loin. Ce soir-là, la chaleur du salon du château contraste vivement avec le froid extérieur. Le thé coule dans une tasse en porcelaine, tandis que le duc saxon interroge Sophia sur son rapport. Calme et posée, Sophia confirme la nouvelle choquante. Le jeune maître Dal a déjà maîtrisé son premier cercle magique en nécromancie et en magie de l'eau. Le visage du duc saxon s'assombrit, lui rappelant qu'elle n'avait reçu l'ordre d'enseigner que la magie de l'eau. Sophia admet avoir dépassé ses limites, expliquant que la soif de savoir de Dale l'a poussé à lui enseigner plus que de simples sorts élémentaires. Au lieu de se fâcher, la duchesse Helena demande simplement que les leçons de magie de l'eau se poursuivent. Sophia acquiesce, s'excuse auprès du duc saxon d'avoir rompu sa promesse, puis s'éclipse discrètement. Une fois seule, Helena s'effondre dans son fauteuil, submergée par la réalité que leur fils de 8 ans est devenu un mage à double affinité. Le duc saxon avoue que le talent de Danelle lui fait parfois peur, même à lui. Se levant, le duc prend une décision ferme. Il prendra personnellement en charge l'éducation d'elle et lui enseignera lui-même la nécromancie. Dans son esprit, il ne voit pas d'elle comme un enfant, mais comme un futur seigneur héritant de son pouvoir et de son héritage. Il s'excuse auprès d'Helena pour la voie difficile qui les attend. Helena explique que la nécromancie est crainte comme la magie de la mort, mais que Dale doit devenir assez fort pour s'élever au-dessus de cette peur. Helena se penche sous sa caresse, lui accordant silencieusement sa confiance. Avec son consentement, le duc saxon jure de former leur fils pour qu'il devienne le meilleur. Dans l'atelier souterrain de magie, froid et oppressant, saturé de mana sombre, Dal